un des leviers évidemment majeurs pour que ces modèles, cette transition soit dérisquée un petit peu, c'est-à-dire qu'on en diminue un petit peu la hauteur de la marche, c'est bien dans une progression donc à l'horizontale, on l'a vu sur la production, entre les agriculteurs, sur les pratiques, sur la coordination, sur la collaboration, mais aussi et surtout peut-être vers l'aval, de manière à ce que là aussi le mouvement soit coordonné, que la dynamique et la prise de risque soient partagées, finalement, pour que, plutôt que de concentrer à la fois cette complexité de savoir intégrer les problématiques marché, les problématiques agronomiques, tout ça sur la ferme, on puisse se partager ces éléments-là. Et pour ça, je vais inviter les participants à notre troisième table ronde, s'il vous plaît, à pouvoir nous rejoindre. Émilie Mayer, Dominique Schelcher, Nicolas Facon et Didier Péréol, s'il vous plaît. On l'a vu, alors la table ronde de la recherche, elle est guidée, elle est tirée par les nouvelles frontières du savoir et les questions qui sont posées sur les exploitations, et on voit qu'elles sont nombreuses. Quand on regarde du point de vue des champs, on voit bien cette intégration à la fois des complexités sur les itinéraires techniques, mais aussi de pouvoir assurer la viabilité économique. Et puis, évidemment, cette table ronde, dans votre cas, vous avez un point commun, c'est que vous êtes beaucoup tiré par les comportements des consommateurs et la manière dont ils vont eux-mêmes aborder ces thématiques et la manière dont ils vont intégrer ces critères, ces particularités, encore une fois, avec les bénéfices que ça met en avant, mais aussi notamment les surcoûts que ça intègre souvent, dans leurs décisions d'achat, dans la manière dont ils vont eux-mêmes, alors comme on dit, voter avec le portefeuille ou pas, mais aussi être par moment, et c'est le cas actuellement, dans un champ de contraintes qui fait que naturellement, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, on baisse en gamme, on renonce parfois à ces choix qu'on aimerait faire par ailleurs, mais pour des raisons, j'allais dire, de frugalité purement économique. Avant de vous passer la parole, on a fait un petit exercice qui est un micro-trottoir. On est allé dans la rue pour pouvoir poser des questions justement de la place de ces labels, bio, agroécologie et autres, de leur compréhension dans la tête des consommateurs, et puis aussi de à quel point c'est clé pour eux pour décider leurs actes d'achat, leur comportement de consommation au quotidien. Je vous propose qu'on les écoute tout de suite. Sur des choses vraiment produits frais, oui. Pas particulièrement. Ça dépend du budget que j'ai pour tel ou tel achat. Je suis plus apte à prendre un label qui respecte mieux les animaux. Les produits considérés par exemple comme bio sont ceux qui attirent le plus parce qu'on se dit qu'ils ont moins de pesticides, ils affectent moins négativement à la santé. Oui et non. En fait, même si c'est un label bio, je ne vais pas l'acheter parce que c'est sous plastique par exemple. Label bio, label rouge. Sur les fromages aussi, il y a genre AOP, AOC. EcoCert, Fairtrade. Label rouge, et après je sais plus. Pas beaucoup dans l'eau. Ça, je sais que c'est le commerce équitable. Celui-ci. Celui-là aussi, c'est les produits de beauté. Donc en général, j'achète ceux-là parce que je sais que la qualité est bonne. Il y a déjà celui-là et celui-là. Les autres, ça me dit rien. C'est la première fois que je l'entends. J'ai entendu ce mot lointainement au collège, mais je pourrais pas du tout définir ce que c'est. Agroalimentaire et écologie, enfin du coup lier les deux, mais je ne saurais pas dire vraiment. Je suppose que ça devrait se rapprocher à peu près de la permaculture. Un label qui prouve qu'on a bien acheté à notre agriculteur de notre région. Faire attention au climat, faire attention à la consommation d'eau pour nos produits aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est le plus important. Un qui protégerait le plus le consommateur. Je pense pas qu'il y ait un seul label idéal, mais que plusieurs doivent, pas bosser ensemble, mais je pense que c'est toujours important d'avoir plusieurs. Alors, on a évidemment pas préécrit ces réponses, ça a été spontanément fait la semaine dernière au pied de Montparnasse, vous avez dû reconnaître. Je vais me tourner d'abord vers vous, Émilie Mayer. Alors, vous êtes directrice Business Insight à l'IRI France. Donc vous avez des études beaucoup plus pointues et approfondies que celles qu'on a pu faire, mais qui nous paraissaient importantes d'avoir portées avec vraiment les visages de ces citoyens lambda rencontrés pas si loin d'ici. Votre vision de ce qui se passe en ce moment. On a parlé ce matin d'une pause, voire d'une régression dans la consommation des éléments bio, d'une descente en gamme, pardon.
Là, on voit des consommateurs qui sont quand même à la fois très accrochés à des labels, ou en tout cas qui vont chercher des allégations, des recommandations, des éléments d'aide à la décision, et en même temps qui globalement sont complètement perdus et ne sont pas du tout au clair sur cet univers-là. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans ces analyses-là, et en quoi ce moment que l'on vit actuellement est particulier, finalement? Bonjour. Alors, il est bien fait, votre petit micro-trottoir, parce que c'est un bon résumé de pas mal de choses qu'on voit, nous, dans nos études. Déjà, effectivement, ce qui frappe quand on voit ça, c'est qu'ils ont plutôt une bonne connaissance des différents labels. Et ceux qu'ils identifient le mieux, c'est le label bio, c'est celui qui a le taux de notoriété le plus fort. Le label rouge, le commerce équitable, en fait, c'est les labels qui sont quelque part, qui ont des cahiers des charges assez solides, quoi, et qui sont possibles ensuite à suivre par des instituts d'études. Donc, on a des labels qui sont très connus. Alors, il y a la petite question sur l'agroécologie. Nous aussi, on a voulu la poser. On était finalement quand même assez surpris. On avait 28% des gens qu'on a interrogés qui nous ont dit connaître ce que voulait dire l'agroécologie. Alors, on leur a pas demandé de nous raconter, mais voilà, quand même 28%. Alors, plus on est aisé, plus le taux de notoriété de ce mot est important. Mais ça nous dit quand même que les Français, ils sont assez en conscience de ce qui se passe. Ils connaissent les choses. Après, effectivement, on le voit aussi dans votre micro-trottoir, ça les aide pas forcément à décider. C'est-à-dire qu'il y a tellement de labels, et eux, quand ils nous parlent des labels, ils nous disent c'est une forêt abstraite et complexe. En fait, il y en a trop sur les emballages, il y a trop de choses, et les emballages qui sont pourtant le premier vecteur de prise d'information pour un consommateur sur un produit, c'est vraiment l'emballage. En fait, les emballages sont trop bavards et finalement ne leur délivrent pas les informations qu'ils voudraient finalement obtenir, quoi. Donc, ils connaissent les labels, mais il y en a trop, ils sont un peu perdus, et ce que ça induit, c'est une forme de perte de confiance dans certains labels aussi, parce que comprendre la différence entre une tomate bio et une tomate sans pesticides, c'est pas évident. Sauf qu'il y en a une qui est beaucoup plus chère que l'autre. Donc, à un moment donné, ça va questionner sur la valeur apportée par un label comme le bio, par exemple, et ça peut chahuter aussi ses performances. Et puis, ce qui est aussi intéressant quand on leur demande le label idéal, oui, ce qui sort, c'est mon agriculteur, que j'achète bien mon agriculteur du coin, que c'est bon pour le consommateur, il y a aussi l'évocation du climat à travers l'eau. Donc on voit aussi les préoccupations fortes des gens. Alors en ce moment, on parle beaucoup prix pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça qui fait poser une forme de contrainte sur la consommation des gens, mais à travers ce qu'on a entendu là, on voit aussi les idéaux, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour les gens, la santé, l'environnement, l'écosystème local. Donc ça nous montre bien que oui, aujourd'hui, le bio est sous tension. Il y a des arbitrages que doivent faire les consommateurs parce qu'ils sont en tension dans leur budget. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois que ça se tassera, ce qui motive vraiment les gens dans leur consommation, c'est-à-dire mieux consommer la santé et l'environnement, ça va reprendre le dessus. Et donc, je suis ravie d'entendre tout ce positivisme depuis tout à l'heure qui montre que c'est la voie. En fait, c'est comment on arrive aujourd'hui à articuler des décisions qu'il faut prendre dans un temps difficile, mais il faut quand même garder un œil sur ce qui fera le monde de demain et ce qui structurera en fait la consommation et la performance des entreprises aussi. Pas oublier. Merci beaucoup. Avant qu'on revienne sur ce point, je voudrais vous passer la parole, Monsieur Schelcher. Alors, vous êtes, j'allais dire, en dernier front du consommateur, puisque vous avez la lourde et belle responsabilité d'amener ce produit et de proposer l'ensemble de l'éventail de ce qui existe finalement pour que le consommateur puisse se déterminer. Et on le voit bien dans une relation où, d'une part, vous subissez les tendances de consommation avec les éléments contextuels, les éléments d'inflation, tous ces éléments-là, et d'autre part, vous structurez une partie aussi de ces comportements par la manière même dont vous distribuez. Comment est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, vous qualifiez le moment dans lequel on est et comment est-ce que vous jouez ou vous intégrez ce moment, ces perceptions dans la manière dont vous prenez vos décisions aujourd'hui de distribution? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, si vous permettez, Monsieur U voudrait dire à Monsieur Raoul qu'il n'a aucun problème avec sa carotte moyennement moche. Donc, il peut nous la livrer, il n'y a pas de problème. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Émilie, je voudrais dire la chose suivante. Nous, comment on perçoit les choses sur le bio? Tout d'abord, je voudrais dire qu'il y avait un ralentissement avant cette crise de l'inflation. Il faut l'avoir en tête.
pour différentes raisons. Le ralentissement, il était déjà là. En fait, entre il y a une douzaine d'années, quand tout ça a vraiment explosé, et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des alternatives, vous le savez tous, des produits non bio, mais qui ne sont pas conventionnels non plus et qui ont pris une place sur le marché et qui sont incontestablement une alternative parce que légèrement moins chères. Donc le premier point, c'est ça. Ensuite, on est arrivé à la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, le premier critère d'achat, quand on regardait les études et quand les gens nous parlaient, c'est devenu en fait le produit local. Le produit local, le produit régional, le produit, il y a une dame qui l'a dit dans votre micro-trottoir, quand c'est l'agriculteur du coin, c'est parfait. Alors, ce n'est pas forcément bio, mais ça a été un critère fondamental. Et chez U, où on a une part, sans doute la part la plus forte de produits locaux, régionaux, etc., on l'a bien vu, ça a complètement explosé. Et je pense qu'une partie de ces achats-là ont pris aussi la place du bio, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Je ne juge pas de l'analyse du consommateur, mais c'est le constat qu'on a fait. Et ensuite, on sort de la crise du Covid et arrive cette crise de l'inflation qui frappe durement les Français, il faut le savoir. Et maintenant, ils arbitrent complètement. Alors, quelques éléments par rapport à ça. Nous, on observe maintenant 2 chiffres. On observe la croissance du chiffre d'affaires qui reste bonne parce qu'il y a de l'inflation. Par contre, les volumes commencent à être en baisse. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'un certain nombre de clients arbitrent fort et de plus en plus fort. Non seulement ça peut être la descente en gamme, mais non seulement pour certains, c'est j'achète moins de produits. Et pour certains Français, j'ai un chiffre, ils sont 16% de foyers vraiment avec une vraie tension de pouvoir d'achat. Eux déconsommaient il y a 2 mois à hauteur de 4% déjà. Et donc voilà, la réalité c'est ça. Et le bio est un des produits aujourd'hui le plus arbitré. Donc après, votre question c'est comment vous faites par rapport à ça. Donc on a été interpellé avec mes confrères la semaine dernière par tous les syndicats, etc. Donc j'ai déjà répondu. La réponse chez U, nous, on est le 4e acteur du marché du bio dans notre secteur. On a plus de 15% de part de marché, bien au-delà de notre part de marché normale qui est à 11,5%. Et on ne désinvestira pas. On pense que c'est conjoncturel. Je suis d'accord aussi encore avec Émilie. Je pense que là, il y a une question d'arbitrage qui va durer un certain temps, sans doute encore toute l'année 2023 probablement. Mais à un moment... dans toutes les études aussi, effectivement, les clients disent « Ok, j'ai un problème de pouvoir d'achat, mais mon deuxième sujet, c'est ma santé, le lien entre ce que je mange et ma santé, etc. » Et donc, dès qu'ils le pourront, ils reviendront. Donc, nous, on ne désinvestit pas. Et il y a plusieurs façons, à mon avis, de résister dans la tempête. La première, c'est l'offre. Donc, ne pas désinvestir, c'est garder une offre nombreuse. Donc, par exemple, sur les produits, on a plus de 900 produits U bio fabriqués par des PME françaises que les agriculteurs qui sont dans la salle livrent évidemment. On a 50 produits en plus sur 1 an et demi, donc on ne désinvestit pas. On a quelques produits de grandes marques en moins, mais souvent parce que des industriels arrêtent aussi certains produits. Donc, c'est faire attention à l'offre, faire attention à son prix sur le marché. Parce qu'à un moment, le signal qu'on nous dit, c'est « Attendez, j'en achète moins parce que c'est trop cher ». Donc, à un moment, il faut se poser la bonne question du prix. Ensuite, il faut donner de la visibilité à cette offre et le faire davantage encore. Donc, par exemple, chez nous, c'est 1 rendez-vous de promo par mois sur le bio et 2 grands rendez-vous annuels à fond où on donne à voir. Parce que quand, à un moment, un produit quitte la tête des gens, il n'est pas assez vendu. Et je pense que le bio n'a pas fait assez sa promotion ces dernières années. Donc ça, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur de beaucoup de gens ici, mais c'est une réalité. Je pense qu'on n'a pas fait assez de promotion. Un exemple, il y a le président de Biolait dans la salle. On a un sujet sur le lait bio particulièrement qu'on est en train de traiter ensemble. 130 agriculteurs sont venus dans nos magasins ces dernières semaines, ces derniers mois, pour faire la promotion de ça. Ce type d'initiative-là, où on va au contact, on explique, c'est des choses à faire pour promotionner. Un autre exemple à une toute petite échelle, mais qui peut contribuer, il y a toute une série de Français qui basculent sur le drive. Et donc les courses en ligne. Sur les courses en ligne, le bio est moins mis en évidence. C'est de la technique, ça. Et donc, peut-être qu'on n'a pas fait attention, donc il faut revoir. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. La première étant,
il faut absolument montrer le bio, en faire la promotion, en vanter toutes les qualités, plus qu'on ne l'a fait. Parce que s'il disparaît à un moment de la tête des gens, oui, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, mais pour d'autres, on n'en a peut-être plus assez parlé. Merci beaucoup. Avant qu'on revienne, justement, qu'on tire ce fil de comment est-ce qu'on renverse la vapeur, en tout cas, on remet cette dynamique sur la positive, je voudrais me tourner vers vous, Monsieur Péréol. Là aussi, je voudrais vous demander, parce qu'on l'a fait en préparant cette table ronde, mais que vous racontiez brièvement votre histoire, qui, pour moi, est très illustrative aussi, en miroir de l'évolution sur les fermes, mais de l'évolution du côté de la production, du côté de la transformation, du côté des aller jusqu'au produit pour rencontrer le consommateur. Et puis ensuite, de vous poser cette question sur, finalement, cette conviction du bio que vous portez aujourd'hui. Vous la fondez sur quoi et sur quoi vous avez envie de construire la suite de la dynamique pour répondre justement aux enjeux, notamment de sensibilisation des consommateurs. Bonjour, j'ai combien de temps? Parce que c'est une longue histoire. Oui, j'ai démarré il y a 40 ans avec un magasin bio. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, il y a 40 ans, on ne parlait pas trop de bio. Et que je suis un entrepreneur autodidacte, fils d'agriculteur, et que j'ai découvert cet univers par moi-même déjà, en changeant mon alimentation. Et ce qui fait que j'ai encore de l'énergie aujourd'hui, même si je suis un jeune retraité, et que j'ai encore beaucoup envie de parler de bio et de cette voie dans laquelle on se dessine, ce qui a été dit ce matin largement. Donc j'ai développé une entreprise, un autodidacte, comme j'ai évoqué. J'ai beaucoup travaillé sur les céréales et les graines, découvreur de graines, le quinoa, le petit épaule d'eau de Provence, le riz de Camargue, construire des filières avec des producteurs. Parce que nous, les transformateurs, on n'est rien sans les agriculteurs. Donc il nous faut des agriculteurs convaincus, passionnés par leur production et par les territoires sur lesquels on travaille. Et puis au fil des années, mon entreprise s'est beaucoup développée et je me suis rapproché d'une autre société qui s'appelle Compagnie Léa Nature, dont mon associé Charles Kloboukov est le président fondateur. Et nous avons aujourd'hui l'ensemble du groupe, c'est 2000 salariés, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 20 sites de production en France. Donc de la transformation sur les céréales, mais sur les biscuits, les pâtes, on fait des pâtes 100% France, avec des blés durs en France, avec de la semoule qui est transformée en France et fabriquée en France, et d'arriver à construire des vraies filières sur la durabilité. J'ai passé vite fait sur le petit épaule de Provence, mais il y a une qui connaît très bien de quoi je veux parler. Sur ce territoire, il y avait 5 agriculteurs il y a 25 ou 30 ans quand on a commencé. Il y a 70 producteurs aujourd'hui et des jeunes générations qui restent sur ce territoire. Donc c'est très important l'implication qu'a le transformateur aujourd'hui d'accompagner ces projets. On a une conserverie aussi dans le sud-ouest. On s'attache à travailler le plus possible, plus proche de nos producteurs. Et pour moi, ça, c'est des choses très, très importantes. Ça montre que tout le panel de l'industrie agroalimentaire s'engage sur des territoires et sur des filières. Et j'ai une entreprise, moi, elle est 100% bio, donc il n'y a pas le choix dans votre comment. Il faut que les choses se développent. Moi, j'ai démarré avec les circuits bio spécialisés il y a quelques années. J'ai commencé avec un magasin. Donc, c'est le circuit sur lequel on s'est le plus appuyé, qui a permis aux consommateurs de démarrer et de faire connaître les produits biologiques. Après, il y a d'autres circuits de distribution que vous représentez et qui sont aussi pour élargir le panel de consommateurs important. Il y a tous les panels aujourd'hui de circuits de distribution, dont la restauration et la restauration commerciale aussi, qui est des beaux exemples de développement. Et c'est là qu'il faut qu'on mette l'appui. Sur la pédagogie aussi, ça a été évoqué tout à l'heure très rapidement. Pour moi, il y a un facteur très important, c'est l'éducation. L'éducation dès les plus jeunes enfants. Donc mettre bien sûr de la restauration bio, faire des jardins partagés, mais également qu'on donne l'accessibilité à l'information au niveau du public. Alors on enseigne sur plein de matières que vous avez tous comme moi ignoré complètement, vous ne vous souvenez plus du tout après, mais quelque chose qui est vital, apprendre le deuxième cerveau. C'est ce qu'on met là-dedans. C'est très important d'avoir une alimentation de qualité et d'expliquer pourquoi et comment on fait ça. Et après, le prix. Bien sûr, moi, ça me gonfle depuis 40 ans d'entendre toujours parler du prix du bio. Mais vous savez que l'alimentation, ça pèse à peine 15% d'un budget aujourd'hui. Alors, les technologies, dernière téléphone portable, Netflix et tout ça, le budget, on ne regarde pas, le logement, etc. Et la barrière d'ajustement, c'est l'alimentation aujourd'hui. Alors que ça pèse pas grand-chose. Et on se focalise sur les distributeurs, sur les transformateurs et sur les agriculteurs pour dire. Mais ce qui est vital pour notre santé de l'espèce humaine, on l'a évoqué, ça a été évoqué ce matin, c'est l'alimentation. La qualité de notre alimentation fera que la santé de l'espèce humaine ira beaucoup mieux, on aura beaucoup plus de plaisir, on va beaucoup plus rigoler. Parce que dans le bio aussi, c'est un segment, enfin une filière où il y a beaucoup plus de convivialité, il y a beaucoup plus d'échanges humains. On parle de commerce équitable. Moi, le commerce équitable, il peut être que s'il est bio.
Donc, je suis battu pour créer une association qui s'appelle Biopartner avec une vraie labellisation, une visibilité sur ces filières que je viens d'évoquer, qu'on a construit au fil des années. Et ça, c'est très important de s'installer dans ces filières-là. Donc, l'entreprise aujourd'hui dans laquelle on est, c'est une entreprise à mission. Et en plus, mon associé a fait un don à un fonds de dotation. Cette entreprise ne sera jamais vendue sur le marché pour bien montrer que cet engagement et ces valeurs d'entreprise à mission va très très loin, puisque donc cette entreprise sera aujourd'hui un bien commun. Vous imaginez, je veux dire, pas beaucoup de chefs d'entreprise qui font don de leur capital, c'est du capital financier. Et je parle à son nom parce que je sais que lui, il a trop de pudeur pour en parler. Mais moi, je dirais que c'est un beau geste. Et ça montre que dans le circuit bio, et on reprend des entreprises, on développe des entreprises sur un esprit de partenariat de village d'entreprises bio. Donc ça, c'est ça l'implication sur les territoires. Et ça existe en France, mais je suis convaincu que l'avenir passe par ces engagements d'agriculteurs, d'entrepreneurs sur de la durée et de distributeurs, parce que donc je pense qu'on a un bel exemple aujourd'hui. Vous avez choisi une belle enseigne qui représente bien ce qui est engagement sur le territoire et des vrais partenariats, des discussions. J'ai vu tout à l'heure avec Biolay, des discussions sur les territoires, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui il faut que tout le monde mette sa contribution. Donc je fais partie des co-signateurs du courrier que vous avez reçu cette semaine. On interpelle, c'est pas pour mettre en accusation, on interpelle pour dire trouvons des solutions à ce passage. À vide, j'en ai déjà connu en 40 ans des passages à vide. Il y a eu 2009, il y a eu des périodes aussi difficiles, mais on montre que tous ensemble, on va relever ce défi. Et ce défi, il est même pour l'avenir de nos enfants. Vous avez parlé de votre fille qui a 4 mois, mais quel avenir on va lui donner si aujourd'hui on ne se préoccupe pas, nous adultes, de cette alimentation qui est précieuse pour tout le monde. C'est quand même. Et puis on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, hein. Je suis désolé, aujourd'hui, nous, adultes, on sait tous la problématique de ces pesticides, les problèmes de pollution et tous ces sujets-là. Et le coût, excusez-moi, mais c'est hors sujet. Hors sujet. Parce que l'avenir de la planète, il n'a pas de prix, celui-là. Et on ne pourra pas faire marche arrière dans 10 ans ou dans 15 ans, dans 20 ans, quand on n'aura pas pris les vraies mesures politiques. Et là, c'est là qu'on est un peu déçu aujourd'hui, parce que ce soit en France ou les autres pays occidentaux, on ne prend pas les solutions. Je m'attendais, moi, à ce que le Covid fasse un électrochoc. Mais voilà, ça n'a rien fait du tout. On continue nos conneries comme avant. Voilà, je suis désolé. Alors, merci pour cette passion dans le discours. Bah oui, c'est ça la bio, la vitalité. Exactement. Et avant qu'on tire encore une fois un fil, notamment autour du rôle dans les territoires, je voudrais vous passer la parole, Monsieur Facon, donc directeur général d'Aussi. Peut-être nous redonner en quelques points forts aussi les principes de la construction même, j'allais dire, de Dossi, qui est une autre trajectoire, avec les objectifs très alignés, mais une autre trajectoire, et puis ce qui anime aujourd'hui la suite de cette trajectoire dans le bio. Oui, alors Dossi, c'est une marque d'agriculteurs, c'est une marque de coopérative depuis toujours. Donc on est un peu je vais essayer de faire la synthèse ou le grand écart par rapport à tout ce qui a été dit. Bon, ça veut dire qu'on est à la fois producteur agricole, on est aussi transformateur et puis on commercialise. On est le reflet finalement de l'agriculture française, puisqu'on a 1600 producteurs de légumes, on a 1300 sur notre OP de légumes bretonnes. On a à peu près 12% en fait, de nos producteurs qui sont en bio, on en a 3% en conversion et donc le reste en fait en conventionnel avec différents niveaux de maturité en fait en termes d'agroécologie et de pratique. Et puis on doit à peu près 10% à peu près de SAU qui est en bio. Donc on est assez bien le reflet. On fait du bio depuis plus de 20 ans. On est le premier acteur en termes de production et de commercialisation de bio en termes de légumes en conserve et on aura développé, je pense, les derniers chiffres à peu près en 10 ans à peu près la production bio par 2 ou 2 fois et demi. Donc c'est vraiment un enjeu qui est clé. Le bio, il a un rôle vraiment de locomotive en fait. C'est à la fois une locomotive pour développer en fait une agriculture de progrès et une alimentation plus vertueuse. Et on est très attaché à cette notion de filière parce qu'elle est essentielle en fait. Il faut pour réussir en fait à faire tout ça, il faut vraiment que les différents maillons en fait, de la filière soient solidaires et soient responsables. Donc, notre volonté, en fait, c'est vraiment de développer à la fois la transition agricole et puis alimentaire à travers le bio et puis le conventionnel. Sur le bio, en fait, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les producteurs. Donc, c'est leur donner une viabilité économique, ça a été dit, c'est essentiel, par le revenu, par l'assistance technique,
par tout ce qu'on peut faire. Et puis, dans une vision pérenne. On l'a dit, l'installation ou la conversion en bio, c'est des choix de vie, en fait. Donc, on ne va pas faire du bio pendant 3 ans et revenir ensuite à du conventionnel. Donc, notre rôle, c'est vraiment, en fait, dans cette logique de filière, de pouvoir accompagner. On travaille en contractualisation annuelle, c'est-à-dire qu'on ne met en culture que ce qu'on sait ou ce qu'on pense pouvoir vendre à la fin. C'est essentiel. Donc, on fait des projections à 5 ou 10 ans, qu'on revoit tous les ans. Alors, c'est pas facile, puisque effectivement, on est passé d'une période où la demande était supérieure à l'offre. Maintenant, effectivement, on a un tassement de la demande, mais on essaye vraiment toujours de s'adapter. L'objectif, c'est pas de déclassement de bio en conventionnel et pas de déconversion, absolument. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner tout le monde. Et puis, parallèlement, sur tout ce qui n'est pas bio, on souhaite en fait initier une dynamique de progrès chez nos producteurs qui sont demandeurs à travers l'agroécologie. Pour ça, on s'appuie sur la certification environnementale des exploitations parce qu'elle est à palier, elle est à niveau et elle permet de faire progresser au fur et à mesure. On est une coopérative, donc on se doit d'emmener tous nos producteurs en fait dans cette démarche de progrès, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de départ, quel que soit leur niveau de maturité. Et donc on promeut effectivement l'agroécologie à travers aussi cette démarche-là. Alors en termes de produits, évidemment, il faut qu'on ait des produits qui soient le reflet en fait de cette démarche en fait de production. Donc, on a du conventionnel, on a aussi une gamme bio qu'on a volontairement appelée bio engagé parce qu'on pense qu'il faut remettre du sens en fait dans le bio. C'est peut-être aussi ce qui a manqué ces dernières années. Tout le monde s'est mis à faire du bio et je pense qu'on a perdu le sens, la raison d'être, la démarche et tout ce que ça impliquait. Et puis on a aussi une gamme qui s'appelle Bien Cultivé, qui est haute valeur environnementale, mais c'est pas ce qu'on met en premier en fait. On va dire que c'est un niveau intermédiaire qui permet aussi à la fois d'assurer un débouché à nos producteurs qui veulent être dans une agriculture de progrès, et puis également aux consommateurs d'avoir plusieurs niveaux d'offres, le tout en complémentarité, pas en opposition, avec des publics qui sont différents, des niveaux de prix qui sont différents, et qui permettent à chacun finalement de s'impliquer dans une consommation. Et puis le dernier point, ça a été dit, je pense qu'il y a un enjeu de pédagogie, d'éducation. Il faut évidemment que les consommateurs, la société civile comprennent ce qu'il y a derrière tous ces efforts autour de la bio, autour de l'agroécologie. C'est pas simple, mais c'est notre rôle aussi de décomplexifier en fait ce débat-là à travers la communication, mais aussi à travers le packaging, puisqu'en fait c'est le premier vecteur de communication. Donc on est vraiment dans un effort, nous, de transparence. On a 91%, je crois, de nos volumes qui sont faits par des légumes cultivés en France. On affiche l'origine à 96%. L'objectif, c'est qu'on le soit à 100% l'année prochaine. Donc ça veut dire que quand je prends un exemple, notre tomate bio, notre tomate pelée bio, elle vient d'Espagne. Pourquoi elle vient d'Espagne ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de variétés en France qui tiennent le process industriel qui permet d'avoir des tomates bio de qualité pelées. Donc on affiche le drapeau espagnol en devant de Pâques, voilà, parce que ça nous semble normal, la symétrie des origines. On affiche évidemment le Nutri-Score. Demain, s'il y a un affichage environnemental, évidemment qu'on l'affichera. On renseigne aussi sur le système de rémunération, parce que c'est important, effectivement, on l'a dit. On est dans une période compliquée aujourd'hui, difficile, puisque finalement, que ce soit la production avec les coûts de production agricole qui explosent, la transformation, la distribution aussi qui subit des coûts. Même si chacun fait des efforts de productivité, on est obligé de passer une part de cette inflation qu'on n'arrive pas à amortir jusqu'au consommateur final. Donc effectivement, on voit la déconsommation qui peut arriver. Mais je pense qu'il faut remettre du sens, il faut remettre de l'explication dans nos produits pour que le consommateur ait confiance et sache ce qu'il achète et pourquoi il l'achète. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais me tourner vers vous, Émilie. On a là transformateurs, producteurs transformateurs, distributeurs. On le voit dans un moment compliqué et tout le monde est d'accord depuis ce matin, on en parle beaucoup. La pédagogie, remettre du sens, vous l'avez beaucoup dit. Qu'est-ce qui, dans ce que vous avez entendu depuis ce matin, vous paraît être les bons éléments à communiquer, à mettre en avant, sur lesquels faire de la pédagogie pour que ce consommateur, s'y retrouve un peu mieux et puis sache accrocher en fonction des préoccupations que vous savez qu'il a aujourd'hui? Alors, je pense que ce qui est important, c'est que quand on parle de pédagogie, alors on peut penser aux enfants. Voilà, mais les gens qui sont dans les supermarchés, c'est plutôt des adultes. Et c'est comment on
on leur explique les choses. Parce que très concrètement, depuis le début des années 2010, le marché bio jusqu'à 2019, c'était, en tout cas dans les grandes surfaces, 20% de croissance chaque année. Donc on ne s'est pas posé trop de questions. Les linéaires se sont remplis de produits bio. Ça a progressé. Et je pense qu'on est passé un petit peu à côté de toute l'explication de ce qu'était le label bio et de ce qui faisait sa puissance et ce qui quelque part aussi justifiait sa valeur, son surcoût. Simplement, il y a d'autres, Dominique en parlait tout à l'heure, d'autres produits qui sont arrivés. Avant, quand on voulait bien manger, il y avait que le bio. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Donc cette demande, elle s'est fractionnée. Et je pense qu'il faut réexpliquer, ça c'est assez fondamental, aux consommateurs, c'est quoi le label bio ? Quelle est la différence, je reviens avec ma tomate, entre une tomate bio et une tomate sans résidus de pesticides ? C'est pas évident quand même à comprendre. Et je pense que tout ce secteur de la bio s'est développé sans forcément expliquer les choses. Et donc, quand on interroge les gens et qu'on leur demande pourquoi vous consommez pas davantage de bio, le premier frein, c'est le prix. Le prix, ça peut être levé par la pédagogie. Parce que effectivement, si vous faites stricto sensu le même caddie en bio que ce que vous faites en conventionnel, vous allez passer à la caisse, vous allez payer 50% de plus. Donc, quand on veut consommer bio, il faut consommer aussi différemment. Il faut davantage cuisiner. Donc, ça, c'est de la pédagogie. Le deuxième frein, ils nous disent la routine. Moi, quand je fais mes courses, j'achète un peu toujours la même chose. Tous dans la salle, quand on fait nos courses, on a nos habitudes, on prend les produits. Comment on casse cette routine ? Quand l'éducation n'a pas été faite dès l'enfance. Donc, c'est par les packaging, qu'est-ce qu'on met sur les emballages des produits ? Comment on donne de la visibilité à ces produits dans les rayons ? Comment on inclut aussi, pourquoi pas, le personnel des magasins pour expliquer les produits. Et puis en dehors du point de vente, ça va être des contenus qui vont permettre des recettes, par exemple, pour juste de expliquer aux gens comment cuisiner les produits. Et le troisième frein, donc il y a le prix, il y a la routine, et le troisième frein, c'est le plaisir. Parce que les gens, on n'a pas beaucoup parlé de plaisir depuis ce matin, le plaisir du bien manger. Les Français, ils mangent avant tout pour se faire plaisir. Juste derrière, il y a la santé qui talonne, mais c'est pour se faire plaisir. Donc c'est comment on leur démontre qu'on peut manger des produits bio, que la consommation de bio, c'est pas austère, c'est tout à fait plaisir. Et ça aussi, c'est de la pédagogie. Donc c'est de l'explication. Alors c'est de la communication, mais par plein de vecteurs différents. Et après, une fois qu'on aura quelque part remonté cette valeur du bio, alors je pense que la demande, elle sera davantage au rendez-vous. Je pense. Didier, oui. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Émilie, c'est que le plaisir, nos grands chefs de cuisine aussi, c'est la gastronomie française, sont de plus en plus ouverts et utilisent de plus en plus d'ingrédients bio et ils sont de plus en plus à communiquer dessus. Donc il faut utiliser ces relais d'exemples pour la cuisine, le côté plaisir, etc. Et je dirais que le vin est aussi un bel exemple parce que je cultive quelques vignes aussi, d'un côté, mais c'est 20% de la surface viticole aujourd'hui en France qui est cultivée en bio. On est le premier marché mondial du vin bio. Il y a un salon qui va s'ouvrir bientôt fin janvier, qui est Millésime Bio, qui fête ses 30 ans. Et c'est un bel exemple aujourd'hui qu'on arrive à réunir et fédérer au niveau mondial la viticulture française. Donc ça veut dire que le reste, on peut y aller aussi derrière. Mais en tirant avec des productions sur nos territoires et qui amènent dans nos assolements notre possibilité de produire beaucoup d'autres ingrédients. Je disais le pied-pot, même le sarrasin, parce qu'on a une marque célèbre qui s'appelle le pain des fleurs. On a réussi à tirer un attrait sur ce produit-là, le sarrasin, la farine de sarrasin. Personne ne consomme du sarrasin, je suppose, au quotidien. Mais grâce à ce produit-là, en étant inventif et créatif, c'est la force de nos entreprises aussi, de notre secteur, c'est de créer des recettes, des curiosités, pour pouvoir développer des produits et des productions, des filières sur nos territoires. Donc ça, c'est très important. C'est important d'avoir des relais de distribution. Il ne faut pas oublier aussi le circuit spécialisé qui, historiquement, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais les cités, qui fait que c'est un univers où on rentrait dans des supérettes, des magasins de plus en plus grands, de plus en plus modernes, et qui ont évolué aussi, avec des enseignes qui ont amené une certaine dynamique du consommateur qui trouve des produits 100% bio dans tous ces magasins-là. Mais c'est ce qui a été évoqué aussi, c'est la formation des vendeurs et des gens qui sont dans ces points de vente pour expliquer et accompagner, parce que des gens découvrent du millet, du sarrasin, enfin je vous citerai plein de céréales que pas mal de nos concitoyens ne connaissent plus aujourd'hui. Très clair. Donc la sensibilisation, là aussi, pour bien expliquer l'ensemble de ce que ça embarque. Et savoir comment cuisiner, tout ça. Et ce que ça embarque, côté produit de distribution, mais aussi côté consommateur. Je vais passer la parole à M. Schelcher, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais dire qu'on a une opportunité cette année. L'opportunité est la suivante. En fait, le dérèglement climatique en 2022 s'est accentué. On a tous maintenant touché du doigt tous ces sujets-là, soit par les canicules, soit par des inondations. On a des magasins qui ont été touchés par des intempéries très fortes, qui ont d'ailleurs dû fermer, les incendies dans le sud-ouest, etc. Je pense que vraiment les Français ont touché ça du doigt. Or, le bio est bon pour la planète. Donc il faut refaire le lien entre le bio bon pour la planète et ce que le citoyen qui a vécu tout ça a envie de faire. Et donc, moi, mon sujet, c'est réconcilier ce citoyen qui a plein de conscience, qui a plein de bonnes idées quand on l'interroge en tant que citoyen, mais quand il consomme, il ne fait pas toujours le lien, ou alors il est aussi contraint. Et donc, c'est par toutes ces explications qu'on vient d'aborder qu'il faut le faire. Je pense que ça commence à l'école. Nous, on soutient une initiative qui a pour but de réintroduire l'éducation à l'alimentation à l'école qui a disparu. Ça, je pense que c'est un combat majeur qu'on doit mener, mais d'urgence. Alors, le projet, il est sur la table, mais il n'est toujours pas transformé en acte. Et ça, c'est, je pense, une erreur, parce que les jeunes ne savent plus reconnaître les légumes. En dehors de la carotte et de la pomme de terre, un panais, un brocoli, c'est impossible. Et je rajoute la chose suivante. J'étais avec le président des restos la banque alimentaire il y a quelque temps. Dans une banque, ils avaient reçu de je ne sais plus quel agriculteur une palette de chou-fleur. L'essentiel des demandeurs qui venaient refusaient le chou-fleur parce qu'ils ne savaient pas le cuisiner. Mais ce n'est pas possible. Donc il faut d'urgence qu'on rechange ce truc-là. Et après, à l'autre bout de la chaîne, pour répondre à la question de la valeur qui a été abordée plusieurs fois, il faut penser que c'est difficile et rester proche des producteurs qui ont fait le choix de se reconvertir ces dernières années, pour qui la passe est aujourd'hui difficile. Notre responsabilité à nous, distributeurs, c'est d'être là même quand c'est difficile. Et donc, c'est le dialogue qu'on mène actuellement. On va trouver des solutions pour, pendant la baisse de volume, accompagner le mieux possible. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, chez U, on ne lâchera pas. Et on continuera nos accords tripartites de construction de bons produits de qualité bio. Merci. Juste un point. Un petit mot, je ne vais pas ajouter. On a eu le réchauffement climatique cet été, mais aussi on a eu un rapport qui est sorti, qui est peut-être passé inaperçu pour certains. Ça s'appelle le rapport de la Cour des comptes, le début juillet. Alors, c'est peut-être pas tombé au bon moment pour que les gens aient un écho, mais ce rapport est un document exceptionnel. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous le connaissez. Enfin, j'espère que dans la salle, vous l'avez entendu parler. Mais je suis un peu provocateur parce que là-dedans, tout est dit. Et pour moi, la Cour des comptes, c'était une vie endormie, etc. Mais il y a des gens qui sont fabuleux. Et il y a une personne qui s'est vraiment dépensée et qui a même fait une vidéo encore dernièrement qui explique clairement les enjeux politiques du moment. C'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions importantes. Pour nos élus, tout est écrit. La feuille de route est écrite, c'est même pas nous, les historiques du bio, qui le disons. On a été audités, bien entendu, mais c'est la Cour des comptes. Et j'étais impressionné par la qualité du texte, ce qui en ressort. Bon, il y a 200 pages, mais on peut faire des synthèses. Et tout est dit là-dedans. Tout ce qui est à faire, tout est clair. Et qu'il faut faire de la communication, qu'il faut renforcer les moyens de l'agence bio, qu'il faut se donner les moyens d'aller au vrai sujet de fond, comme on vient de l'évoquer, la pédagogie, etc. Et juste, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler tout à l'heure, c'est le Planet Score. Parce que quand on parle de pédagogie, il y a un outil aussi indispensable sur l'étiquetage de nos produits, c'est informer le consommateur qui fasse la différence entre un produit qui a été élevé par X ou Y, telle méthode, et la différence par le produit bio. Le Planet Score, il dit la vérité. Je disais, le reste, c'est de l'enfumage. Une démonstration, je pense que vous en parliez tout à l'heure un petit peu, Nicolas. Oui, alors moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Dominique Schelcher. Ce qui est très important, c'est je pense qu'il faut aller vers la contractualisation tripartite. Parce que ça permet que chaque maillon discute ensemble et qu'on réfléchisse sur du moyen terme. Parce qu'il n'y a rien de pire en agriculture bio, que les grands coups de barre à droite, à gauche. On a un enjeu premier qui est de soutenir en fait une filière. Il ne faut pas jeter la filière avec l'eau du bain. Moi, je dis attention à la prophétie autoréalisatrice. On dit le bio baisse, donc c'est foutu, ça se casse la gueule. Et finalement, on initie des comportements de délaissement du consommateur. Je pense que les fondamentaux, ils sont là, ils sont bons, ils resteront. C'est-à-dire que je veux consommer quelque chose qui est bon pour moi et bon pour l'environnement. Je pense que ça, on sait tous que ça va, non seulement c'est là, mais ça va continuer à croître. Donc, si on fait tous bien notre boulot ensemble, pas séparément en fait, en ayant toujours en tête en fait que la base en fait c'est la production agricole et qu'il faut assurer un débouché pérenne.
Je pense qu'effectivement, c'est une des clés. Il faut aussi qu'on remette du sens, encore une fois, qu'on reconnecte. Et effectivement, je pense que l'affichage environnemental... Alors, effectivement, c'est toujours le paradoxe, parce qu'aujourd'hui, on a des packagings qui ressemblent à des sapins de Noël et on n'y comprend plus rien. Mais en même temps, on est obligé quand on essaye de faire les choses un peu mieux, on est obligé aussi d'apporter des preuves. Donc, on est toujours tiraillé finalement dans ces deux contradictoires. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Donc, voilà, c'est pas parfait, mais on essaye de donner des éléments de réassurance. Et je pense que c'est important pour le consommateur. Et puis voilà, je pense que c'est essentiel. Alors, un point qu'on n'a pas abordé, là je me tourne vers vous deux, Didier, Nicolas, c'est qu'une des spécificités aussi du bio, c'est que c'est certes un label de production, et on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi un label de transformation. C'est-à-dire que vous avez vous-même, transformateur, dans vos étapes de transformation, des éléments de cahier des charges à respecter, c'est cadré, c'est contrôlé, de manière à rester dedans. Là aussi, quelle est, d'après vous, la vertu, enfin le rôle, on l'a entendu tout à l'heure, hein, c'est un vrai point d'appui à la fois de progrès et de crédibilité dans ce que l'on fait dans sa démarche. Vous, sur cette étape de transformation, qu'est-ce que ça vous apporte ? Quels sont là aussi les prochains horizons pour pousser cette logique du sérieux sur toute cette chaîne de valeur ? Il y a des contraintes. Déjà, je dirais que cette filière agroalimentaire bio aujourd'hui est la seule et unique qui est totalement tracée du champ de l'agriculteur jusqu'au rayon où les produits vont être commercialisés, emballés. Les étapes de transformation, c'est s'assurer déjà que nos matières premières qu'on achète sont de qualité bio et de très bonne qualité, parce qu'on ne peut pas transformer des aliments si on n'a pas de la qualité et les variétés. Parce qu'on a parlé de variétés, je ne vais pas aborder tous ces sujets techniques, mais c'est important aussi. Quand on fait des biscuits, c'est des variétés boulangères, des blés tendres. Et puis la transformation, on s'interdit beaucoup de techniques qui sont utilisées dans le conventionnel, exhausteur de goût, colorants, divers et variés. Vous avez qu'à regarder les étiquettes de certains produits. Vous avez une panoplie avec des noms de codes incompréhensibles pour le consommateur, bourrés de sorbitol, de sucres divers et variés, etc. Donc nous, on doit trouver des solutions technologiques pour arriver à transformer des produits qui soient qualitatifs, enfin qui soient plaisir et qualitatif, que ce soit des biscuits ou des produits qu'on transforme, et puis qu'on soit vigilant aussi ne pas de l'ultra transformer. Enfin, nous, notre politique, en tout cas, au sein de notre syndicat Synabio, qui regroupe l'ensemble des opérateurs transformateurs du secteur, c'est 250 PME, ETI, etc., qui sont donc guidés pour éviter l'ultra-transformation et faire du produit avec des emballages aussi qui soient corrects, biodégradables dans la mesure du possible. Enfin, il y a des processus qu'on accompagne nos entreprises au sein de notre organisation pour aider à construire les filières, aider à être dans la transparence, transformer des produits pour qu'ils soient bons et de bonne qualité, parce qu'il y a tous les services qualité aussi qui doivent accompagner toute cette transformation industrielle et qui doivent préserver les recettes traditionnelles aussi, que ce soit à des niveaux d'échelle qui soient contrôlables à tous les niveaux. Oui, je pense qu'il y a un enjeu de cohérence, et bien évidemment, on parlait d'ultra-transformation, ça en est un, de l'origine. Voilà. Sur la partie industrielle, je dirais que tous nos légumes sont tracés, du champ jusqu'au produit fini, donc jusqu'à l'assiette. Mais effectivement, l'enjeu pour nous, c'est évidemment d'avoir une traçabilité complète sur le bio, que ce soit en itinéraire culture ou en itinéraire industriel. Et c'est vrai que on a un intérêt en fait en termes de performance, parce que conduire finalement un itinéraire des légumes bio dans une campagne, et vous avez dû voir la campagne 22 de cette année en fait, les récoltes ont été très difficiles compte tenu de la sécheresse et de la canicule. Quand vous avez 40% de légumes en moins qui arrivent dans nos usines, il faut trouver la place en fait pour les légumes bio. Voilà, donc il y a un enjeu et là où ça se rejoint, c'est qu'effectivement, plus on va développer le bio, plus on va aussi avoir des systèmes industriels qui soient petits, moyens ou grands. Encore une fois, c'est pas une question de taille, mais qui seront plus performants, parce qu'encore une fois, plus on aura développé la consommation, plus on aura développé l'industrie et la production. Donc tout ça va dans le même sens en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très clair. Merci beaucoup. Un dernier point, je me tourne vers vous, Dominique. On a parlé tout à l'heure de ce rôle de structuration qui appelle finalement à une coordination, on le voit et on l'entend dans ce que vous dites tous, de l'ensemble des acteurs, mais vous avez aussi beaucoup parlé des territoires. Et ça, on l'entend dans les écosystèmes, on l'aborde facilement, on l'appréhende facilement dans les écosystèmes.
Mais votre compréhension, vous qui avez une empreinte nationale, votre compréhension et la capacité à animer ces cellules territoriales, finalement, ce maillage territorial, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous actionnez? Est-ce que c'est quelque chose que vous nous avez dit, vous êtes un des mieux positionnés sur les produits de territoire? Comment ça fonctionne et comment ça peut aider aussi à structurer ces filières, notamment bio, dans la distribution? La clé, elle a été dite tout à l'heure, c'est le contrat tripartite dans ce domaine-là. C'est-à-dire, il y a qui autour de la table? Il y a un producteur, une coopérative agricole, un transformateur et il y a nous, le distributeur. Et nous, ça fait des années qu'on essaie de construire, Biolay est encore un exemple, mais il y a le port bio, mais on a plein d'exemples chez U, de filières qu'on essaie de construire dans le temps, où on se met tous autour de la table et où on raisonne différemment sur la durée. Par exemple, le contrat qu'on a pour la fabrication de nos yaourts, il est sur 5 ans. Voilà, on ne raisonne pas à la négociation annuelle comme elles sont en cours là depuis le 1er décembre pour une année seulement. On raisonne sur 5 ans, on donne de la visibilité, l'agriculteur peut investir et c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est un travail de fourmi, territoire par territoire. Donc par exemple, moi ce que je recherche aujourd'hui, c'est plus seulement de simples acheteurs basiques comme dans le temps, entre guillemets, mais c'est des vrais spécialistes de filière qui connaissent vraiment les produits, qui connaissent les interlocuteurs, qui sillonnent le territoire, en relation avec les patrons de magasins qui sont chez nous donc des indépendants et qui connaissent bien ce territoire. Et voilà, c'est territoire par territoire de construire comme ça. Et c'est encore une fois un travail de fourmi, de longue haleine, mais qu'on mène. Et qui, pour moi, derrière tout ça, il y a un combat qui est celui de la souveraineté alimentaire française. Moi, la vision, c'est au bout du compte par ces contrats-là. Alors nous, on apporte notre pierre à l'édifice, on n'a pas la réponse à tout, mais à notre niveau, on apporte cette pierre-là pour que demain, dans 10 ans, à la prochaine crise, on ait encore suffisamment de producteurs grâce à des bons contrats justement rémunérés, etc. Voilà, parce que pour moi, la grande crainte derrière tout ça, c'est qu'au bout du compte, on perdent des producteurs, qu'ils soient d'ailleurs bio à court terme éventuellement ou conventionnels, des gens qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés. C'est ça le grand sujet de la France aujourd'hui. Et si on ne s'en rend pas compte, c'est vrai, le prix après, il est accessoire. Mais dans 10 ans, peut-être qu'à un moment, on se dit, punaise, on n'a plus assez de marchandises et on est obligé d'importer des produits dont on ne connaîtra pas la traçabilité, etc., de l'étranger. C'est ça notre plus grand danger. Et je crois que les Français ne s'en rendent pas assez compte. Et donc, nous, on apporte notre petite pierre à cette chaîne-là, quoi. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer la parole. Non, mais je juste voulais rajouter, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu économique. On parle toujours du prix, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le bio et par rapport à d'autres techniques de production agricole. C'est de dire la vérité aux Français et de trouver un artifice, je ne sais pas lequel, parce qu'il y a plein. On supprime la TVA sur les produits alimentaires, mais ça ne fera pas le delta, parce qu'il est d'ordre de 25 à 30%. C'est qu'on mette à égalité les deux produits. Si dans les rayons, les produits bio étaient quasiment au même prix que le conventionnel et on faisait payer pollueur-payeur, on serait à des prix économiques beaucoup plus proches de la réalité économique. À un moment donné, il faudra bien qu'on arrive à une solution autour de ce phénomène de prix qui me taraude depuis des décennies, que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on paye, nous, pour être contrôlés pour faire bio, on paye pour l'agriculteur, le transformateur, on paye pour dire, regardez, on est propre, et de notre côté, on pollue. Non, mais il faut dire la vérité, c'est pas mettre en affrontement une solution contre une autre, mais il faudra bien que notre système, un jour ou l'autre, on se pose les vraies questions de fond pour qu'on sorte de ce débat permanent de la rémunération correcte des agriculteurs. Et le vrai enjeu, c'est combien d'agriculteurs on va avoir demain. Parce que les successions, l'accès à la terre, c'est inabordable aujourd'hui pour un jeune qui veut s'installer, qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas hérité de parents qui étaient déjà agriculteurs. On a une population vieillissante en France, dans tous les pays occidentaux. Donc il va bien se poser la question de demain, comment on va nourrir nos enfants, ceux qui arriveront, là, les petits là, qui sont nés il y a quelques mois. Sur le point du prix, juste quand on interroge les Français, ils sont quand même prêts à payer plus cher pour mieux consommer. Mais dans une mesure qui n'est pas aujourd'hui le positionnement prix du bio, quoi. On le voit avec les produits locaux. Par exemple, les produits locaux, quand on demande à un Français qu'est-ce qui fait la qualité d'un produit pour vous, le local, ça va dans son imaginaire en tout cas, c'est gage de qualité. Et un produit local, c'est aussi plus cher. Sauf qu'aujourd'hui, local et bio, c'est parfait. Je pense qu'en termes de valeur, c'est plus clair dans son esprit. Le local, c'est facile à comprendre, peut-être plus que le bio. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé de mettre les produits au même prix. Simplement, faut pouvoir on revient à ce besoin, malgré tout, de pédagogie.
de réexpliquer pour que, sans doute, en tout cas... ça, c'est beaucoup d'argent et beaucoup moins de com. Mais j'ai compris que le ministre nous avait alloué une enveloppe de 750 000 €. On va pouvoir faire de la com. Bioréflexe, on redémarre une grande opération de com. On est super content. Alors, merci là aussi pour la transition. Si je pouvais vous demander à tous les quatre, puisqu'on est sur la dernière table ronde de cette matinée, donc on arrive vers la fin, un élément que vous avez entendu, pas dit, entendu, et sur lequel vous vous dites, ça typiquement, il faut que ça sorte de ces murs, il faut que ce soit porté, il faut que ce soit diffusé, parce que ça participe à cette meilleure compréhension, encore une fois, du panorama, et alors que ce soit vers les consommateurs, mais aussi vers les agriculteurs, vers les chercheurs, vers l'ensemble de l'écosystème, une idée où vous dites ça, vraiment, il faut en faire quelque chose dans les mois qui viennent, parce que ça va être clé pour résoudre nos défis, les défis qu'on a devant nous. Alors, ce que je trouve intéressant, moi, déjà dans la structuration de la matinée, c'est cette... voilà, la science, le champ, et puis le consommateur, et puis on a eu Monsieur le ministre en entrée. Et je trouve que ça décide. Et Madame la directrice à la fin. Et je trouve que ces périodes-là, comme on vit, qui sont extrêmement difficiles, elles poussent, mais dans la vie de tous en général, à travailler un peu plus ensemble, à se désiloter un peu, à désiloter les mondes. Et s'il y a un bénéfice, je pense, qui va sortir de ça, c'est que tout le monde va se rendre compte qu'à plusieurs, on est plus intelligent et on avance mieux, quoi. Et je trouve que cette matinée, elle illustre bien ça. Et on voit bien qu'il y a des connexions en fait, à tous les étages et qu'on ne trouvera pas les solutions chacun à notre niveau. L'interdépendance, ce qu'on a entendu, et puis l'intérêt de la collaboration pour porter ensemble des dynamiques. Moi, je dis que la chaîne agroalimentaire a la force de son maillon le plus faible. Et parfois, on a trop tendance, chaque maillon, à raisonner que pour lui. Or là, il faut qu'on raisonne chaîne complète. Il y a peut-être une fragilité sur le maillon de l'agriculture bio actuellement. Eh ben, il ne faut pas qu'il craque, il faut le soutenir, être derrière par ce temps de crise. Et je suis sûr qu'il y aura des temps meilleurs. Donc tout ça, il faut le dire, le communiquer, faire de la pédagogie et se serrer les coudes pendant un peu la tempête, mais qui va durer quelques temps parce que l'année 2023 sera très difficile. Donc, une solidarité, oui. Y compris et surtout dans la tempête. Moi, je dirais un collectif, le collectif bio, que ce soit une équipe de France qui gagne, on espère la Coupe du Monde, mais si on peut gagner aussi la Coupe du Monde du bio, ça serait pas mal. Et c'est l'image de notre directrice souvent, on est tous des avancantes de l'équipe de France, ça va marquer le but de l'espoir en tout cas. Pour moi, c'est un grand espoir, une très belle journée parce que on sent un collectif, tout le monde a envie de bien faire. Il faut que ça sorte largement au-delà de cette salle et qu'on part tous regonfler parce que c'est vrai qu'on va avoir des périodes difficiles, mais il faut falloir jouer groupé. Contaminer avec l'optimisme et embarquer tout le monde. Nicolas ? Oui, j'ai trouvé qu'évidemment, il y avait différents points de vue, différentes nuances, mais il y avait beaucoup de consensus finalement entre les trois collèges, si je puis les nommer comme ça. Et je pense que pour moi, effectivement, solidarité, il faut évidemment défendre, promouvoir, développer et le bio et l'agroécologie, parce qu'on voit bien qu'elles vont de pair et qu'elles se nourrissent l'une l'autre. Je pense que c'est indispensable. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces messages et pour votre participation. Merci beaucoup.